s'intitule Pour une approche de classe de la lutte contre les oppressions. C'est donné par Laura, une camarade du Mans. Salut à toutes et à tous. Donc l'idée là du topo, c'était un petit peu d'avoir un apport au débat qu'il y a sur le rôle des révolutionnaires dans la lutte contre les oppressions spécifiques, puisque c'est un débat qui est d'autant plus palpable en fait quand on est dans la préparation de dates spécifiques. Là il y a le 8 mars qui arrive, mais on peut penser au 17 mai, au 25 novembre, à la marche des solidarités ou encore à la marche des fiertés. Et c'est aussi un débat dans les différents mouvements sociaux. C'est aussi à nous de se poser la question de comment on évoque les conséquences particulières des réformes pour certaines franges de la population et de notre classe sociale en particulier, que ce soit par exemple la réforme des retraites et les questions féministes, que ce soit la sélection qui touche particulièrement les étudiants et les étudiantes étrangers. Et puis un peu dans le contexte actuel, on a malgré tout une offensive de la manif pour tous et l'instrumentalisation de la lutte contre l'homophobie. On l'a vu là dans la grève à la RATP. Donc c'est pour ça que le topo va aussi surtout se concentrer sur la lutte contre les oppressions et contre les discriminations envers les personnes LGBTI. Donc voilà, on va d'abord avoir un petit peu un retour sur des définitions pour être bien sûr de savoir de quoi on parle, avec un petit peu des exemples historiques, puis un point un peu sur la situation, et puis on terminera sur quelle est la stratégie que nous on peut proposer face à ça. Donc pour revenir un peu sur déjà qu'est-ce qu'on entend par oppression systémique, oppression spécifique. Donc c'est la discrimination systématique, donc autrement dit le traitement différent et même défavorable d'un groupe social. Et ce traitement différencié, cette discrimination, elle est faite par le soutien des institutions, des structures de la société. C'est fait en raison d'un critère particulier, que ce soit le genre, l'orientation sexuelle, la religion, la nationalité, etc. Et donc, en fait, ce qu'on analyse aussi d'un point de vue marxiste, c'est que les oppressions, elles se font toujours au profit de la classe dirigeante, donc en fonction de l'idéologie dominante. Et donc l'idéologie dominante, c'est forcément celle de la classe au pouvoir, qui gouverne, qui nous exploite, puisque finalement, toutes les discriminations, tous les préjugés qui effectivement infusent notre classe sociale, elle est véhiculée par la classe dominante qui répand son idéologie par différents moyens, que ce soit les institutions, donc on peut penser à l'école, les médias, ou voilà un peu toutes les institutions tout simplement que la classe dirigeante utilise à son profit. Et en fait, toutes ces discriminations, ces préjugés, ça sert justement à justifier un peu les pseudo-normes établies. Et ça permet aussi de dire, ça permet à la classe dirigeante de dire ah mais non, en fait, ces discriminations, elles sont inhérentes à la classe ouvrière. Finalement, l'homophobie, c'est pas nous qui la créons, par exemple. Ça serait naturellement présent dans la classe ouvrière. Mais en réalité, nous, ce qu'on pense, c'est que les oppressions systémiques, elles servent à diviser les travailleurs et les travailleuses en les détournant de leur intérêt commun. Et ça permet justement aux capitalistes de faire une marge de profit, que ce soit les différences de salaire, par exemple, entre les hommes ou les femmes. Mais en fait, finalement, à qui ça profite, cette marge de profit? C'est bien aux patrons et aux capitalistes. Que ce soit aussi sur l'armée de réserve, quand on va menacer les travailleurs nationaux de dire de toute façon si vous voulez pas de votre taf c'est pas grave, je vais aller embaucher des travailleurs immigrés. Pareil, ça permet non seulement aux capitalistes de faire une marge de profit, mais de dresser les travailleurs et les travailleuses les uns les unes contre les autres. Et c'est pour ça qu'on pense que la lutte pour l'égalité des droits, c'est nécessaire pour unifier notre classe sociale et donc pour mettre à bien notre projet qui est de renverser ce système et donc préparer justement notre classe à la révolution. Et c'est aussi pour ça qu'on pense que les systèmes de domination, ils ne sont pas séparés. On n'aurait pas d'un côté le racisme, le sexisme, l'homophobie, mais en fait c'est un tout, c'est un projet qui est cohérent et global, puisque je vais juste avoir une petite citation que je tire de l'introduction du livre Pour un féminisme de la totalité. Donc ça dit « Le capitalisme repose sur l'unité de la production et de la reproduction. Il suppose que les subalternes continuent et à produire de la valeur et à reproduire leur force de travail. » Donc on voit bien que l'exploitation, en fait, elle est au cœur des systèmes de production capitaliste dans cette société. Et en fait, c'est dans tous les aspects de la société, justement,
qu'on va le retrouver. Donc il y a un débat effectivement avec la politique dite des identités, avec l'intersectionnalité. Et on pense que même si ça peut être évidemment des courants de pensée qui peuvent être progressistes et être utiles pour alimenter le débat, pour autant on pense que les identités elles sont partielles et fragmentaires, c'est-à-dire que ça évacue un peu la question d'une analyse globale et qu'en fait, sans balayer des vécus personnels qui peuvent être importants, ça ne permet pas de fonder toute une analyse sur les intérêts historiques et matériels qu'on a en commun justement au sein de notre classe et même sur certains aspects ou certains courants. Ces politiques des identités, elles peuvent être un peu risquées puisque à revendiquer des identités un peu figées, ça peut justement amener à quelque chose d'assez figé, voire essentialiste. Par exemple, on peut avoir des courants féministes qui vont revendiquer des attributs traditionnellement réservés aux femmes, donc la douceur, la maternité, l'empathie. Et nous, c'est pas ce qu'on revendique. Et du coup, justement, c'est comment on arrive à faire en sorte de ne pas essentialiser, même en disant, voilà, il y a des vécus différents, mais on a bien surtout un intérêt commun qui est du coup, justement, de renverser ce système, et notamment parce qu'en fait, ces différentes oppressions, elles ne se sont pas toujours exprimées de la même manière. Donc ça nous permet aussi de montrer que tout ça, c'est pas figé, que à la fois les systèmes d'exploitation, mais aussi du coup les différentes formes de discrimination, elles n'ont pas toujours été les mêmes. Ça dépend du coup des différentes sociétés. Là, pour revenir se concentrer sur l'homophobie, on pourrait le décrire comme l'ensemble des discours et des pratiques très diverses opposées à la légitimation de l'homosexualité. Donc ça veut dire opposé en fait à la remise en cause de la norme hétérosexuelle. Et en fait, ça montre bien que même si c'est assez protéiforme les différentes discriminations et en l'occurrence l'homophobie, on a bien une cohérence d'ensemble. Mais il ne s'agit pas donc de dire que même si c'est cohérent, ça a toujours été de tout temps la même chose. Et justement, pour avoir une analyse qui soit juste en prenant en compte l'actualité et la situation, il faut bien avoir ça en tête, que ça dépend de conditions historiques, que ça dépend du poids des institutions justement qui vont venir relayer la pensée dominante, et que par ailleurs justement quand on utilise les différents termes, pareil, d'avoir un petit peu en tête que tout ça, ça a été inventé et utilisé tardivement. Aujourd'hui, ça semble tout à fait logique de parler d'homosexualité, d'hétérosexualité. En réalité, c'est des termes qui ont été créés au cours du 19e siècle dans le langage, parce que justement, ça reproduisait un mode de pensée qui allait aussi de pair avec le nouveau système de production économique. Donc, ce qui montre bien en fait qu'à des différentes époques, on a des discriminations, mais ça ne porte pas toujours le même nom, tout simplement parce que ça n'a pas les mêmes aspects dans la société. Et donc ça, pareil, c'est toujours important de l'avoir en tête pour montrer que les luttes, elles sont toujours d'actualité, mais elles ne peuvent pas se décliner exactement avec les mêmes schémas. Et pareil, je ne développe pas beaucoup sur le topo, mais évidemment, en tant que matérialiste, même le terme de... Quand on met toujours phobie après en fait une discrimination, que ce soit islamophobie ou homophobie par exemple, c'est problématique parce que ça renverrait aussi au fait que les gens c'est des trucs personnels et très psychologiques. Nous, il y a des gens par exemple qui auraient donc peur de l'homosexualité. Bah non, en fait nous on est matérialistes, on pense que c'est un système en fait qui crée ces discriminations et c'est pas juste une impression personnelle des individus dans leur coin qui auraient comment une hostilité par rapport à des personnes, mais encore une fois, c'est bien un ensemble d'institutions qui fait qu'il y a des personnes qui sont discriminées et qui n'ont pas les mêmes droits. Donc pour continuer un peu sur les définitions et comprendre justement un peu d'où découlent les oppressions, on va revenir un petit peu rapidement sur la définition de la famille, puisque pour nous c'est une des cellules de base de l'oppression et de la reproduction de la force de travail, et dont découle toute une série de discrimination. Et encore une fois, en fait, la manière dont la famille elle a été construite, ça dépend beaucoup de l'époque, des conditions historiques de production et la réalité de la société. Et la famille nucléaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, justement, elle a aussi émergé avec le capitalisme au cours du 19e siècle, puisque l'idée, c'était bien de réussir à reproduire la force de travail, puisque en fait les patrons se sont bien rendus compte qu'au bout d'un moment, s'ils exploitaient 24 heures sur 24 les travailleurs et les travailleuses, bah, finalement ils ne pouvaient pas se reposer
refaire des enfants et puis ensuite avoir une nouvelle génération de personnes à exploiter. Donc c'est aussi à ce moment-là que justement on va limiter le travail des femmes et des enfants, quand bien même les femmes continuent souvent à travailler à domicile, mais en fait elles travaillent à domicile et en même temps elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de faire la cuisine, etc. Comme ça, quand les travailleurs reviennent, et bien finalement tout est fait pour que la force de travail soit reproduite et qu'ensuite le lendemain ils repartent au travail. Donc on voit que c'est vraiment la cellule de base de l'oppression, où en fait on est rangé dans des codes et dans des rôles à jouer. Et donc de la même façon, on voit bien que toutes les personnes qui ne rentreraient pas dans ces codes et dans ces normes sont du coup de fait exclues. Et donc même si aujourd'hui, pareil, la famille, le capitalisme arrive bien à l'adapter un petit peu aux besoins du marché pour pouvoir en retirer toujours du profit, malgré tout, c'est toujours ce schéma-là qui prédomine et qui est érigé comme étant la norme. Et justement, en fait, on pense qu'à travers l'histoire et en montrant aussi un peu les évolutions des luttes à travers les dernières décennies, pour autant, on a toujours un même intérêt qui est du coup d'unifier notre classe sociale, quelles que soient justement nos différences, au sens de, quelle que soit notre origine, notre orientation sexuelle ou notre genre, par exemple. Et donc, je voulais revenir sur quelques exemples historiques, et notamment pour montrer à la fois, en fait, comment historiquement ça s'est construit, ces luttes, et pour montrer aussi, balayer un peu l'idée de justement ce que la bourgeoisie voudrait faire croire de finalement l'homophobie, ce serait quelque chose qui serait propre à la classe ouvrière, et du coup ça balaye aussi le fait de dire c'est la classe ouvrière qui peut prendre en charge en fait la lutte contre les oppressions et les discriminations. Donc pour revenir un petit peu en arrière dans l'histoire, un des exemples, en tout cas un des héritages un peu on peut citer, c'est sur la Révolution russe, puisque effectivement en 1917 on est quand même du coup dans un pays qui est économiquement assez arriéré. Du coup forcément on a des conditions matérielles qui sont très défavorables et un niveau de conscience qui n'est pas forcément très élevé. Mais en fait, de par la révolution d'octobre, où les travailleurs et les travailleuses prennent le pouvoir, donc je ne vais pas faire tout un topo sur la révolution russe, forcément, parce que ça demanderait un topo à lui tout seul, mais en tout cas, justement, comme on a les travailleurs et les travailleuses qui s'organisent à travers le parti bolchevique, à travers les soviets, et du coup qui font une démonstration de leur force, ça balaye aussi toute la pensée dominante et du coup tous les préjugés qu'il pouvait y avoir dans la société, et notamment puisque en fait toutes les vieilles lois qui sont héritées du régime, elles sont abolies, donc tout ce qui concerne le mariage, la contraception, la sexualité, tout est remis en cause, et donc on peut avoir l'accès à l'avortement, on peut divorcer plus facilement également, et de la même façon l'homosexualité est dépénalisée. Donc en fait ça montre aussi que la conscience des travailleurs et des travailleuses, c'est pas juste on a aboli des vieilles lois, même si ça a été important, mais c'est aussi parce que dans la lutte, en fait, c'est aussi là où on découvre qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis, et là de s'en prendre au système. Clairement, les travailleurs et les travailleuses voyaient bien qui était de leur côté, et surtout quel était l'intérêt qu'ils avaient. Et le fait de réussir à balayer toutes ces lois, ça permet aussi du coup de prendre conscience de comment ces oppressions elles sont liées. Là on parlait effectivement du coup de l'homophobie, mais souvent c'est lié sur les questions féministes, parce que comme on l'a vu, une des bases de ces deux oppressions en fait c'est la famille, et donc le fait de collectiviser les tâches, ça permet aussi de prendre conscience sur ces deux terrains et de libérer en fait aussi les travailleurs et les travailleuses sur ces aspects-là de leur vie. Et donc je voulais juste, vraiment pour donner un peu une idée de ce que ça pouvait être l'état d'esprit, de citer juste un extrait d'une brochure de 1923 qui dit
La législation courante en matière sexuelle en Union soviétique est le fruit de la révolution d'octobre. Cette révolution est non seulement importante en tant que phénomène politique qui assure le rôle politique du prolétariat, mais aussi pour les révolutions qui, prolongeant celle d'octobre, se sont étendues à toutes les sphères de la vie courante. La législation soviétique déclare la séparation absolue entre l'État et la société en matière de relations sexuelles, à condition qu'elle ne blesse personne et n'enfreigne pas les intérêts de personne. L'homosexualité, la sodomie et les autres formes de plaisir sexuel condamnées par la législation européenne comme offense à la moralité publique sont traitées par la législation soviétique exactement comme est communément appelé l'accouplement naturel, entre guillemets. Donc je trouve que c'est toujours intéressant de voir quand même, on est du coup au début du siècle dernier, et en fait c'est justement aussi la mobilisation des travailleurs et des travailleuses et le fait d'avoir totalement remis en cause tout un système qui fait faire des bonds en avant en fait dans la conscience. Et du coup, voilà, je trouve que ça montre aussi que tout dépend beaucoup de ce qui se passe dans la société, des luttes, des rapports de force, pour montrer aussi comment le niveau de conscience il peut basculer d'un côté comme de l'autre, puisque effectivement la suite de tout ça, c'est quand même un exemple beaucoup moins agréable, puisque c'est la stalinisation, mais justement comment la stalinisation elle a fait pour totalement éclater ces avancées, et que justement c'est le retour à l'ancien ordre, avec le fait de réutiliser la famille comme cellule de base des oppressions. C'est la fin justement de tous les droits pour les femmes, la fin de toutes les avancées en matière de contraception, de liberté autour de la sexualité. Et justement c'est à nouveau la pénalisation de l'homosexualité. Donc on voit bien encore une fois selon quelles sont nos conditions matérielles d'existence, qui est-ce qui décide, est-ce que c'est la classe ouvrière ou est-ce que c'est une bureaucratie ou c'est des capitalistes. On voit bien que les intérêts ne sont pas les mêmes et que du coup c'est pas la même réalité non plus pour les travailleurs et les travailleuses. Et pour avancer un petit peu dans le temps, si on prend un autre exemple justement de lutte qui montre comment la classe ouvrière, comment les travailleurs et les travailleuses ils peuvent défendre leurs droits aussi en tant qu'opprimés, et en alliant les deux aspects, puisque finalement pour nous c'est pas deux éléments distincts. Ça serait de reprendre l'exemple des émeutes de Stonewall, où là on avance du coup effectivement dans le temps, puisqu'on est avec aussi tout le contexte politique et économique des années 60 et 70, où il y a différentes luttes qui permettent aussi d'expliquer le niveau de conscience, que ce soit les luttes anti-impérialistes, les luttes pour les droits des femmes ou les droits civiques, et notamment aux États-Unis. Tout ce contexte-là fait que ça bouillonne au niveau de la conscience et des luttes. Et c'est pour ça qu'en 69, donc, le Stonewall, donc c'est un bar gay qui est dans la banlieue de New York, et en fait il y a toujours le harcèlement policier et les descentes notamment dans les bars qui sont assez récurrentes. Et en fait, justement, un peu l'accumulation de toute cette colère et toutes ces luttes sociales qui font aussi un peu réfléchir les travailleurs et les travailleuses, ça fait que justement, une nuit, finalement, les LGBT ils disent en fait là il y en a juste marre de s'en prendre toujours plein la gueule, et justement ils vont riposter face aux descentes de la police, et va s'en suivre 5 jours d'émeute. Donc c'est quand même pas rien quoi de se révolter et d'avoir ce soulèvement en fait pendant plusieurs jours, et notamment parce que ça va aussi marquer le début de toute une nouvelle génération de militants et de militantes LGBT, et qu'on va le voir aussi dans d'autres pays, mais que pour nous tout ça on peut pas le couper en fait des autres luttes sociales qui expliquent aussi pourquoi il y a eu ces révoltes, et que en fait pour beaucoup c'était aussi des personnes dans des situations très précaires. Donc c'était aussi l'écrasement en fait en tant qu'opprimé et en tant qu'exploité dans ce système, et les deux étaient pas divisés. Et pareil, pour continuer un peu les exemples et d'avancer dans le temps, et de comment en fait on arrive à avoir des mouvements qui soient pas forcément autonomes, mais qui lient bien les questions. Ce serait l'exemple de la grève des mineurs sous Thatcher, donc de mars 84 à mars 85. Donc pareil, le film Pride il retrace assez bien
la lutte à ce moment-là. Mais quand d'un côté on a des mineurs qui sont en grève, qui sont complètement réprimés par le gouvernement de Thatcher, on a des groupes de soutien LGBT qui se forment, notamment donc, les LGSM, vous allez excuser mon accent anglais, mais Lesbian and Gay Support the Minors. Et du coup, en fait, c'était des groupes qui se sont dit, bah voilà, en fait, on subit les mêmes choses, finalement, on va faire des collectes d'argent et les apporter aux grévistes. Et parce que les deux côtés, en discutant, en faisant tomber évidemment des préjugés qui pouvaient être présents des deux côtés, il y a eu justement cette prise de conscience que ce soit le harcèlement policier, que ce soit le traitement médiatique de la part des partis conservateurs, de la part de la bourgeoisie, finalement, c'était des groupes qui subissaient les mêmes discriminations et qui avaient le même intérêt, parce qu'ils étaient aussi dans cette même situation à la fois d'oppression et d'exploitation. Et ça a permis de lier les batailles, que ce soit lors du concert de solidarité qui a eu lieu en décembre 84, ou à la marche des fiertés, puisque justement, depuis Stonewall, chaque année, il y avait les marches des fiertés qui commémoraient les émeutes. Et bien, à la marche des fiertés de 85, on a des délégations de mineurs qui viennent, puisque justement, il y a eu cette prise de conscience de on a lutté ensemble contre un ennemi commun, et finalement, notre intérêt, c'est de lutter contre la bourgeoisie et contre le patronat. Et donc, maintenant qu'on a un petit peu ces différents exemples, ça serait de se poser la question, aujourd'hui, c'est quoi la situation, comment justement on peut lier encore la question de lutte contre les oppressions et de lutte des classes. Et donc, pour avoir un petit peu, pour contextualiser un petit peu, je vais donner quelques chiffres, mais qui peuvent nous sembler évidents, mais qui sont toujours utiles pour aller discuter peut-être un peu avec les gens autour de nous. Mais voilà, l'idée que finalement, dans notre classe, elle est diverse, elle est faite de plein de personnes. En fait, on a tout simplement des chiffres qui attestent que, malgré le poids de la bourgeoisie à vouloir nous faire croire que d'un côté, il y aurait tous les prolos homophobes et de l'autre, il y aurait en fait l'acceptation de la bourgeoisie sur les chiffres de déjà en fait comment est composée notre classe sociale. Et bien finalement oui en fait il y a des personnes LGBT dans la classe ouvrière comme dans toute la société par ailleurs, mais en prenant juste des chiffres un peu anciens, puisque là j'ai pas plus que dans la fin des années 60, mais en fait par exemple pour prendre un peu des différentes couches de la population, chez les petits commerçants, donc en 66 sur les 424 personnes interrogées, voilà, il y avait 19 personnes LGBT, sur le côté plutôt à cadre administratif supérieur, 7 personnes, les ouvriers qualifiés 66. Donc en fait les chiffres ils montrent surtout que en fait oui, quelles que soient les couches de la société, on a des personnes LGBTI et que proportionnellement il y a plus de personnes dans notre classe sociale, tout simplement aussi parce qu'en fait la classe des travailleurs et des travailleuses, c'est celle qui est la plus nombreuse en fait. Et donc c'est normal aussi que ces chiffres ils se retrouvent de cette manière-là. Et ça nous amène aussi à nous poser la question, du coup, si on retrouve des personnes LGBTI comme des personnes, en fait, on pourrait parler d'autres oppressions, mais dans toutes les classes, dans ce cas-là, comment on fait pour mener la lutte si finalement on n'est pas toutes et tous forcément dans la même classe sociale, et parce que ça amène forcément à des divisions. Et c'est pour ça qu'on pense qu'effectivement, les oppressions, elles se retrouvent quel que soit notre niveau social. Par contre, elles ne s'expriment pas de la même manière, parce qu'en fait, quand on est un travailleur ou une travailleuse LGBTI et qu'on subit la pression de son patron, qu'on subit les moqueries et les insultes homophobes de son voisin, par exemple, et on ne va pas avoir les mêmes manières de pouvoir s'en défaire que quelqu'un d'un milieu aisé. En fait, dans ce cas-là, quand on a les moyens, on peut facilement changer de taf, on peut plus facilement déménager. Et par ailleurs, ça s'exprime aussi pas forcément de la même manière, puisque, pareil, je vais pas forcément lire les extraits parce que c'est pas forcément très... c'est un peu imbuvable, mais là je m'étais appuyée sur 2 extraits de livres, si vous voulez les retrouver.
mais d'un côté on a le livre d'Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, où effectivement il raconte plutôt lui, son enfance, son adolescence dans un milieu prolo en tant que jeune gay. Effectivement, ce qu'il va avoir, c'est beaucoup les insultes, les coups, donc qui est une forme d'homophobie extrêmement violente. Mais de l'autre côté, dans le livre de Jean-Louis Bory, qui est Vivre à midi, lui il raconte comment, en tant que LGBTI qui a conscience d'appartenir à une classe aisée et cultivée, finalement l'homophobie la retrouve aussi de manière plus détournée, mais parce que c'est un peu c'est parce que c'est un artiste et ces gens-là ils sont élégants, ils sont cultivés, c'est normal. Et en fait dans les deux cas c'est une forme de discrimination extrêmement violente, et en fait c'est pas plus accepté dans la classe dirigeante, c'est juste que c'est pas dit de la même manière. Et donc ça montre bien que oui, effectivement, il y a des oppressions, des discriminations dans toutes les classes. Par contre, elles s'expriment non seulement pas pareil, et surtout en face, on n'a pas les mêmes conditions matérielles d'y réagir et de s'en défaire ou de s'en émanciper, parce que quand on n'a pas les moyens, comme je disais, en fait, de changer de milieu, de changer de travail, de changer de logement, forcément, on ne subit pas de la même façon les discriminations au quotidien. Et en plus, pareil, pour déconstruire un peu cette idée de ça serait plus accepté ou ça serait exprimé d'une manière différente chez la bourgeoisie. Pour autant, on a des franges extrêmement réactionnaires. On peut penser à la manif pour tous, mais en fait, c'est que des gens de milieux bourgeois, voire très bourgeois quand même, qui sont tous bien propres sur eux et issus des milieux cathos. Donc en fait, on voit bien que les formes de rejet, elles sont aussi extrêmement violentes dans cette partie, par cette partie de la classe dominante. Et en plus, du coup, ça va aussi avec un certain mépris de classe, puisque justement, il y aurait cette idée que ça serait plus accepté dans la bourgeoisie. C'est finalement revenir à dire, en même temps, oui, quand tu es ouvrier, tu ne serais pas capable de pouvoir discuter, de pouvoir lutter contre les oppressions. Donc encore une fois, on voit bien qu'il y a un lien assez étroit entre la lutte en fait contre les oppressions et la lutte de classe, et comment aussi on arrive à faire tomber les préjugés à la fois des autres classes et à la fois en fait à l'intérieur de nos propres rangs. Et peut-être pour résoudre un peu la question de comment on fait si du coup on est divisé on est divisé parce que justement on n'a pas les mêmes intérêts de classe. Effectivement, en fait, c'est parce qu'on a des intérêts de classe opposés. Et un des exemples qu'on peut utiliser, c'est le fait que, par exemple, le patron, quelle que soit son orientation sexuelle, en fait, ça reste notre patron et c'est bien son intérêt matériel et financier qui prévaut. Et un des exemples assez parlants, je trouve, c'est l'exemple de la grève de 92 à San Francisco, où en fait, dans plusieurs bars gays, on a des travailleurs et travailleuses qui veulent monter des sections syndicales et qui sont menacés de licenciement à cause de ça. Et alors même que le patron, du coup, fait lui-même partie de la communauté LGBTI et qui a un petit peu ce discours de voilà, on fait partie de la même famille. Mais en fait, en réalité, c'est justement les travailleurs et travailleuses voulaient monter des sections syndicales pour revendiquer de meilleurs salaires, puisque les salaires étaient à 5 dollars de l'heure, si je ne me trompe pas, voilà, c'est à 5 dollars de l'heure. Et justement, c'était utilisé par les patrons pour dire voilà, là, en venant travailler et vivre dans ce quartier, vous pourrez vous émanciper, quitter un peu les violences, les discriminations que vous subissez ailleurs. Mais en fait, finalement, pour se retrouver avec des tafs de merde, en fait, et sous-payés. Et justement, c'était l'idée de dire, nous, on se comprend entre nous, au moins, vous pourrez fuir les discriminations. Mais finalement, oui, en fait, de faire le choix entre, ouais, en fait, je vais vivre ici parce que peut-être je serai moins discriminé, mais en fait, je vais être quand même exploité parce que je vais avoir un salaire de misère. Donc on voit bien que finalement derrière l'intérêt du patron, même si lui il pouvait connaître aussi des discriminations, finalement c'était pas de réellement lutter contre les discriminations, mais c'était bien de lui faire tourner sa boîte et d'exploiter ses salariés. Donc finalement voilà, on choisit un peu son camp à partir de ce moment-là, de est-ce que on lutte contre les discriminations ou est-ce que c'est pour son intérêt du coup matériel et financier. Et puis par ailleurs, justement, les capitalistes ils vont se servir des différentes oppressions pour aussi se faire un max de pognon et diversifier leur offre, justement sur le marché, sur la consommation, et se tourner spécifiquement vers un public LGBT. En fait, c'est pas chercher à résoudre les discriminations qu'il peut y avoir, c'est plutôt se dire, tiens, de fait, il y a des discriminations, comment on fait pour en retirer un max de profit.
Je perds bien mes notes, mais du coup, voilà, on voit bien que finalement, c'est aussi ces intérêts de classe qui s'expriment quand est-ce qu'on cherche à lutter réellement contre une discrimination, à remettre en cause des préjugés, ou est-ce qu'on va juste aller chercher son intérêt propre et à conserver un petit peu sa place dans la chaîne de production. C'est pas du tout les mêmes buts. Et peut-être le dernier point avant de passer à la dernière partie, c'est que de la même façon que la bourgeoisie, elle s'adapte économiquement et elle adapte son marché en fonction des, des discriminations qui existent plutôt que de les résoudre, et ben pareil, elle peut essayer de faire à la marge quelques avancées dans les droits. De fait, aujourd'hui, par exemple, le mariage pour tous, il est légalisé en France, et tant mieux. Mais en fait, tout ça, ça dépend pas vraiment ça dépend pas d'une réelle volonté de la bourgeoisie de faire changer les choses, mais c'est plutôt comment encore mieux garder le contrôle, et que surtout, en fait, tout ça, c'est une question de rapport de force et de mobilisation, et que c'est pas juste, bon, voilà, le gouvernement qui a bien voulu être sympa et lâcher des trucs, c'est bien parce qu'il y a eu des mobilisations aussi qui ont fait qu'il y a pu avoir des droits qui sont gagnés. Et en fait, on voit bien aussi que là, il y a des tas de personnes qui, si elles étaient au pouvoir, en fait, retireraient tout simplement ce droit. Donc, c'est aussi l'idée de se dire que dans ce système-là, rien n'est jamais acquis définitivement. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à se mobiliser. Et du coup, comment on fait pour continuer à se mobiliser? Comment on fait pour réussir à lier toutes ces luttes? Donc déjà, effectivement, on avait un peu évoqué la politique des identités. Et en fait, nous, on pense que en fait, il ne faut pas que ça compartimente nos vies sociales, mais plutôt que ça permette justement la lutte collective. Parce que quand on défend ses intérêts matériels, ou même qu'on revendique sa dignité en tant que travailleur et travailleuse, en fait, c'est un petit peu la même chose aussi quand on est LGBT et qu'on s'approprie en fait son identité avec des guillemets. Quand on cherche à revendiquer aussi qui on est, finalement, c'est aussi la même logique de dire ouais, nous on veut pas faire de concessions en fait avec le gouvernement, avec la classe dirigeante, on veut des droits, on veut être reconnu comme on est, et justement on pense que c'est aussi pour ça qu'on a tout intérêt à lutter ensemble pour s'affirmer face à la classe dirigeante, et encore une fois gagner des droits, et que tout ça c'est pas des affaires individuelles. Il faut qu'on s'auto-organise, qu'on réfléchisse collectivement pour justement pas être isolé, que ce soit sur nos lieux de travail ou sur nos lieux d'études, dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'effectivement pour nous l'auto-organisation dans le combat contre les oppressions, et de manière générale par ailleurs, c'est important, mais c'est pas un calque, c'est pas un schéma préconçu qu'on peut juste appliquer d'une situation à l'autre. Là, peut-être on pourra y revenir dans le débat, mais justement dans la lutte contre les oppressions, contre les discriminations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, oui, les schémas d'auto-organisation, ça n'a pas été toujours les mêmes dans le mouvement féministe, dans le mouvement pour les droits civiques, dans la lutte pour les droits LGBT organisation, parce que justement les conditions historiques étaient un petit peu différentes. Donc c'est comment cet outil-là, on arrive à l'adapter pour que ça soit pas juste quelque chose qu'on décalque, et surtout que ça soit bien un outil et pas une fin en soi, parce que effectivement on pense que on n'a pas la lutte contre les oppressions qui serait à côté de la lutte des classes, ou qui serait au-dessus, de la même façon que voilà, il ne faut pas la mettre entre parenthèses parce qu'il y aurait juste la lutte des classes qui importe, mais parce qu'en fait on pense que justement il n'y a pas de contradiction entre ces différentes luttes. Comme on l'a dit, ce qu'on veut, c'est renverser cette société, c'est prendre le pouvoir et d'avoir une société réellement égalitaire, réellement juste pour les travailleurs et les travailleuses et les jeunes, et que justement en fait l'émancipation de toutes les personnes discriminées, elle ne pourra pas se faire sans le renversement du capitalisme, parce que comme je dis, en fonction évidemment de la force de la mobilisation, des rapports de force, en fonction aussi des intérêts des capitalistes, évidemment les réalités, les droits ne sont pas les mêmes, mais on ne pourra jamais avoir le maximum de droits, justement parce que ça va contre l'intérêt des capitalistes. Et surtout il y a une grosse différence entre une égalité formelle, donc ce qui est écrit dans la loi, et l'égalité réelle, donc ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et que oui, en fait, même si aujourd'hui c'est interdit par la loi de licencier ou de refuser l'embauche de personnes LGBTI,
on sait très bien que les patrons ils vont toujours réussir à trouver une raison fallacieuse pour finalement les virer en premier. Et surtout, effectivement, l'idée de sous le capitalisme, on ne pourra jamais avoir une égalité de droits complète, on ne pourra jamais réussir à gagner sur tout. C'est aussi parce que, comme je disais, c'est pas dans l'intérêt des capitalistes, et en fait, on ne pourra pas résoudre ça sans saper les bases justement des oppressions et les fondements de ce qui permet les oppressions dans ce système, puisque justement pour produire et reproduire la force de travail, le capitalisme se nourrit de ces oppressions-là, et que finalement, dans une société où justement on arriverait à collectiviser les tâches, à les répartir, à pas faire des rôles en fonction du genre, en fonction de notre orientation sexuelle, ça permettrait aussi de libérer toute une partie des personnes, puisqu'on n'aurait plus les fondements concrets qui justement vont diviser les travailleurs et les travailleuses, qui oppriment les femmes, qui créent l'injonction à l'hétéronormativité. Donc non, c'est bon, j'ai retrouvé mes notes. Donc c'est aussi pour ça qu'on pense que justement, pas attendre la révolution pour dire on s'occupera des oppressions, des discriminations après. Et c'est dès maintenant, dans notre milieu, que ce soit sur nos lieux d'études, que ce soit sur nos lieux de travail, qu'on doit justement impliquer ces idées-là, puisqu'on pense que c'est justement notre classe sociale qui est la plus à même à la fois d'enverser le système et du coup de mettre à bas toutes les oppressions. Et on ne le fait pas par fétichisme, par idéalisation. Comme je dis, oui, effectivement, il y a de l'homophobie dans la classe ouvrière, comme il y en a dans la classe dirigeante, ça ne s'exprime pas pareil. Mais pour autant, on pense que non seulement ce n'est pas une fatalité, mais qu'en plus, justement, on a tout intérêt à balayer ces préjugés, puisqu'en fait, la classe ouvrière, c'est la seule classe à même de pouvoir mener la révolution. Et en fait, d'un point de vue même pragmatique et stratégique, en fait, évidemment, il faut que notre classe soit unie, parce que c'est aussi une question de rapport de force. Si on fait des AG, des manifs, où les travailleurs et les travailleuses LGBT ou les étudiants et les étudiantes, ils ne sentent pas de venir parce qu'ils ne se sentent pas accueillis, oui, ça fera moins de monde pour ensuite se mobiliser. Donc d'un point de vue très pragmatique, c'est embêtant, et d'un point de vue de on veut réellement unifier les gens autour des intérêts communs, il faut faire tomber les barrières qui peuvent exister dans la société. Et justement, c'est un peu notre rôle, on pense aussi, en tant que militants et militantes communistes révolutionnaires, de réussir à la fois unifier notre classe, et ça passe par élever le niveau de conscience en faisant tomber justement les préjugés qui sont disséminés dans notre classe, combattre les préjugés et du coup cette idéologie dominante, en la dénonçant aussi en tant que telle, en disant ouais, effectivement il y a des préjugés dans la classe, dans notre classe qui existent et qui sont les responsables. C'est aussi c'est la bourgeoisie, c'est la classe qui nous opprime et qui nous exploite. Et effectivement, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que toutes ces luttes, tous les exemples historiques qu'on a pu citer, c'est pas automatique, c'est pas spontané non plus, ça dépend toujours d'un contexte historique donné. Et c'est justement pour ça que c'est d'autant plus important pour nous de ne pas attendre la révolution pour se dire on réglera tout ça après, une fois que le capitalisme sera renversé, et que c'est bien au quotidien, dans la lutte des classes, qu'on doit mener ces questions, puisque, comme on l'a dit, en fait, la lutte de classe et la lutte contre les oppressions, elles doivent se mener de front. C'est pour ça aussi qu'on pense qu'on doit avoir un parti révolutionnaire pour mener cette activité, que ce soit d'ailleurs dans l'activité quotidienne qu'on mène, ou dans les moments de bascule où justement on est plus, ça cristallise plus sur la prise du pouvoir. En fait, quelle que soit la situation, il faut qu'on soit prêt et prête à pouvoir réagir et à pouvoir mener nos revendications. Et c'est pour ça qu'on doit être à même de combattre les préjugés et de défendre ces revendications d'égalité, d'entraîner notre milieu avec nous. Et comme on le disait, oui, c'est par l'auto-organisation que ça passe, même si ce n'est pas des schémas préconçus. Et c'est pour ça aussi que pour nous, il faut saisir un peu toutes les occasions qu'on a pour unifier notre camp social autour de ces questions et de faire évoluer les consciences. Là, par exemple, sur les questions d'oppression de manière générale, et je vais réélargir un petit peu, et pas que sur la question du coup, pas que sur les questions LGBT, mais là, la réforme des retraites, on en a pas mal discuté. Oui, ça touche particulièrement les femmes. Voilà, comment on fait pour avoir tout un axe de revendication par rapport à ça, parce que oui, ça permet de montrer comment la bourgeoisie, du coup, elle va se saisir de cette réforme pour
encore plus se faire une marge de profit et du coup opprimer, exploiter encore davantage une partie de notre classe. Et du coup, une fois qu'on se rend compte de ça, ça permet aussi de faire évoluer les consciences et d'unifier autour de revendications progressistes. Donc peut-être pour conclure, un petit peu faire un résumé et aussi ouvrir le débat. Donc effectivement, bon, je pense que je l'ai pas mal dit, mais je pense que c'est quand même important pour pouvoir en discuter autour de nous, mais qu'effectivement, contrairement à ce qu'un peu la bourgeoisie, les médias pourraient donner à croire, en fait, la classe ouvrière, elle n'est pas fondamentalement pétrie d'idées réactionnaires et elle n'est pas incapable de prendre en charge la lutte contre les oppressions. Non seulement tout ça, en fait, finalement, c'est le poids de l'idéologie dominante, mais c'est aussi, aussi une partie de notre histoire, une partie de l'histoire du mouvement ouvrier, en fait, qui a été totalement contaminée par le stalinisme. Et oui, il y a encore des moments où ça pèse encore lourd dans les consciences. Mais ça, moi, je trouve aussi que ça nous permet d'avoir un peu aussi d'aller aussi de l'avant, de dire c'est pas un truc qui est fatal, justement tout ça, ça dépend de conditions historiques et matérielles, donc ça veut dire que ça peut évoluer, que en fait on peut aussi réussir à faire évoluer les consciences et que du coup effectivement la bourgeoisie elle peut faire des arrangements un petit peu à la marge et c'est pas négligeable, avoir des lois qui autorisent le mariage pour tous, malgré tout ça permet aussi de faire avancer des droits. Pour autant c'est insuffisant pour changer fondamentalement les choses, puisque en fait en réalité c'est que la classe dirigeante elle n'a pas d'intérêt, elle n'a pas de volonté à remettre en cause le système de discrimination, puisqu'elle s'en arrange très bien et elle s'en nourrit même. Et du coup en fait ce qu'il faut c'est de changer les bases fondamentales de ce système pour justement changer les conditions aussi matérielles dans lesquelles sont possibles ces oppressions. Et ça peut passer que par la classe ouvrière elle-même, en fait, justement, quand on arrive à la faire évoluer, à faire prendre conscience à nos camarades de classe, à nos collègues de boulot, et de réussir à faire prendre conscience qu'on peut, en fait, que c'est justement en étant ensemble avec un ennemi, contre un ennemi commun, qu'on peut gagner et espérer à un moment changer les conditions de cette société pour la transformer réellement. Et donc là, peut-être un peu dans les trucs concrets de la période, je pense que c'est réussir à, dans toutes les mobilisations où on apparaît, où on construit justement les mobilisations, c'est toujours de lier les revendications et les réformes avec un point un peu sur les oppressions, mais pas de manière artificielle, pas parce que ça serait un supplément d'âme, mais parce qu'on pense que réellement, en fait, c'est ça aussi qui permet de faire comprendre la logique de ces réformes et qui va permettre, comme je disais, d'élever le niveau de conscience et de réussir à nous unifier. Pareil, là je réélargis un petit peu le prisme des discriminations, mais que ça soit dans la réforme des retraites ou contre la LPPR, on sait que c'est les femmes qui vont être le plus touchées parce que c'est des lois qui vont nous précariser davantage, qui vont nous exploiter toujours plus. De la même manière que la réforme du bac, la sélection, ça touche en premier lieu les jeunes issus des quartiers populaires, issus de l'immigration. Sur la hausse des frais d'inscription ou même dans la réforme des retraites par rapport aux pensions de reversion, en fait c'est aussi les personnes LGBTI qui sont les premiers et les premières concernées. Donc je pense à chaque fois d'avoir des axes qui un peu détaillent justement comment les attaques à chaque fois elles vont venir toucher en premier lieu les plus exploités, les plus opprimés de ce système. Ça permet de faire avancer le niveau de conscience et de rassembler les luttes et justement de lier à la fois la lutte des classes et la lutte contre les oppressions. Et du coup, ça veut dire avoir des argumentaires dessus, mais aussi, par exemple, là, il y a le 8 mars qui arrive. Selon les villes, ça aura des réalités assez différentes, mais que ce soit d'apparaître par des cortèges en manif, de faire des prises de parole si c'est des rassemblements, s'il y a des actions symboliques, je ne sais pas dans quelle mesure on peut y intervenir, mais en tout cas d'avoir quand même une apparition qui montre comment nous, en fait, c'est quoi la politique qu'on porte et qu'on défend. De la même façon, un peu dans par exemple, là, ce sera au mois de juin plutôt, mais pareil sur la marche des fiertés, comment on arrive à ramener des cortèges combatifs et qui renouent aussi un peu quand même avec l'origine de la marche des fiertés et que quand même Stonewall c'était des émeutes quoi, c'était pas juste la consommation un peu très commerciale qu'il y a maintenant et qui cache justement tout l'aspect politique que devraient avoir ces échéances.
Et donc je pense que ce qu'on doit faire en tant que militant et militante communiste révolutionnaire, c'est continuer à revendiquer ces droits, allier les luttes et aussi développer toute une analyse marxiste autour de ces questions pour justement pas laisser le terrain au seul post-moderniste par exemple qui cristallise un peu et polarise ces questions-là, parce qu'en fait justement en tant que matérialiste on a des choses à dire, on a des choses à revendiquer et à théoriser du coup il nous faut les outils théoriques et pratiques pour réussir à faire avancer nos idées et pouvoir unifier notre camp pour renverser un jour ce système. Merci.